En 1936, une violente guerre civile éclate. Les fascistes du général Franco renversent le gouvernement de gauche qui vient d'être élu. Hitler et Mussolini s'empressent d'appuyer les fascistes. Ils leur fournissent des chars d'assaut et des avions. Staline, lui, arme les gauchistes républicains. Les films d'actualité exposent au grand public la terrible violence de cette guerre. Tandis que le siège de la capitale se poursuit, de violents bombardements sèment les ruines et la mort. Les Européens savent bien qu'un petit conflit peut dégénérer très rapidement. La guerre civile d'Espagne se termine par la victoire des fascistes. Partout en Europe, on retient son souffle. Shalom. Je veux vous partager comme le Seigneur a été bon pour moi depuis que je suis née jusqu'à présent. Et au cours de tout ce temps, je peux appliquer le verset qui se trouve dans Romains 8, 28. « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Mon père, qui je pense à la fin de sa vie a accepté le Seigneur. Il vivait en Espagne, au fin fond de la montagne, en Galicie. Et à l'âge de 18 ans, je pense, avec son frère, ils sont partis et ils se sont battus à côté des Républicains contre le régime franquiste. Voilà. Et donc, il a été blessé gravement par une bombe et le Seigneur l'a gardé. Pendant 4 jours, il a été entre la vie et la mort et il l'a gardé. Donc, et son frère, par contre, a été tué par un boulet de canon. Il est venu parce qu'il était pris de liberté. Je ne sais pas si c'était vraiment la liberté, mais enfin pour lui ça l'était. Il m'a raconté que quand ils sont partis, bon, il s'est battu évidemment et tout ça. Il a été malade, il a été à Séville. C'est-à-dire qu'il est resté 3 ou 4 jours sur le champ de la bataille, avec les morts, quand la bombe a explosé à côté de lui. Et puis après, il a dû être ramassé par la Croix-Rouge, parce que la Croix-Rouge ramassait les gens, les morts et ceux qui étaient blessés. Et ils l'ont ramené à Séville. Et là, il est resté à l'hôpital, et c'est là il est resté 4 jours entre la vie et la mort. Bon, et le Seigneur l'a gardé. Et puis, bon, ça a continué, et bien sûr, l'histoire, c'est que la République espagnole a perdu. Et quand elle a vu qu'elle perdait, elle a fait un accord avec la France, et elle a donné tant de pièces d'or pour chaque réfugié qui passerait en France et qui serait reçu par les Français. Mais quand ils sont arrivés, tous ces prisonniers, où c'est qu'on les a mis? On les a mis dans des camps de réfugiés. Des camps, lui il est tombé à Argelès-sur-Mer. Et dans ces camps, ils avaient rien à manger, ils n'avaient rien à se couvrir, c'était entre la mer et la montagne, Argelès-sur-Mer. Et il y en avait beaucoup qui mouraient de la dysenterie. Et mon père, le Seigneur l'a inspiré, parce qu'il mangeait parce qu'ils avaient, je crois, une flûte de pain pour 10 ou 15 personnes. Alors il n'y avait pas beaucoup, hein, et un peu d'eau. Et lui, il mangeait le pain qui était moisi. Il l'essuyait, me disait, je l'essuyais contre la manche, je le mangeais. Et en fait, la moisissure du pain, c'est le pénicillium, c'est la pénicilline. Et donc, ça l'a gardé. Il n'a pas attrapé la dysenterie. Et voilà, comme quoi, encore une fois, le Seigneur l'a gardé. Voilà, après, il est parti des camps de concentration. Enfin, c'était pas camps de concentration. Oui, c'était concentration. Hein. Il y avait des barbelés, il ne pouvait pas sortir. Et puis, il est allé dans la campagne. À la campagne, je ne sais pas où c'est qu'il était à la campagne, parce que les paysans français prenaient aussi des réfugiés pour travailler, pour les aider. Et en échange, il les nourrissait. Et là, il avait été
Il avait été bien, il a été heureux, parce que, en plus, comme les gens parlaient le patois, et le patois, c'est assez proche de l'espagnol, quoi. Il se débrouillait bien. Voilà. Et puis après, bon, il est parti à la ville, il est parti à Toulouse. Et c'est là qu'il a rencontré ma mère, et qu'ils se sont mariés. Cet homme qui était, qui venait du fin fond de l'Espagne, comment on aurait pu imaginer qu'il ait rencontré ma mère, qui était française, qui vivait à Toulouse. Ils n'avaient pas la même culture, la même langue. Et ils se sont aimés, ils se sont mariés. Et moi, je suis née. Et Audrey est née, autrement elle ne serait pas là, et moi non plus. Voilà comment le Seigneur fait toutes choses. Des choses qu'on croirait impossibles, mais qui sont possibles. Quand j'étais petite, mon père, j'aimais bien aller avec mon père dans le lit, le soir, parce qu'il se couchait toujours avant ma mère, parce que ma mère ronflait. Et quand il pouvait pas s'endormir, si elle s'endormait avant lui. Alors il allait au lit de bonheur, en plus parce qu'il se levait tôt le matin, il était fatigué. Et ce que j'aimais beaucoup, c'était d'aller avec lui, et il me racontait son enfance, comment ça se passait quand il était petit. Et puis il me racontait aussi comment ça s'est passé aussi pendant la guerre. Voilà, il me racontait, par exemple, une fois, il habitait dans un village et il voulait aller dans un autre village qui était assez loin, parce que mon père marchait beaucoup, hein, et à l'époque là, ils n'avaient pas de vélo, ils n'avaient pas de voiture, il n'y avait rien, hein, dans les montagnes, c'était à pied. Et il est parti pour aller à un bal, je sais pas, il y avait un bal, tout ça. Et c'était quand même plus de 2 ou 3 jours de marche, je crois, hein, qu'il faisait. Après, il a laissé les gens, il restait, il mangeait, tout ça. Bon. Et il a été suivi par des loups, qui l'ont pas lâché pendant 3 jours. Parce qu'en plus, il faisait froid, je pense, c'était assez tard dans l'année, vers l'hiver. Et il a eu peur, là, quand même. Mais le Seigneur l'a gardé, là aussi, vous voyez. Hein, il a pu arriver dans les maisons et se mettre à l'abri et après repartir, bien sûr, plusieurs jours plus tard pour revenir chez lui. Voilà, alors il me racontait ça et j'aimais beaucoup. Et il y a une chose que j'aimais beaucoup aussi, c'est quand il se rasait. Quand il se rasait, c'était, maintenant je ne sais pas si ça existe toujours, c'était ce qu'on appelle un couteau, le coupe-chou on appelait ça. C'était un couteau qui s'ouvrait, une lame de rasoir, grosse comme ça, qu'il aiguisait sur une bande de caoutchouc et il se rasait. Et c'était mon plaisir de le voir se raser. Quand j'étais petite, j'étais un bébé très, très calme et je pleurais pas. Je pleurais presque jamais. Alors mon père et ma mère, ils commençaient à se demander comment ça se faisait que je pleurais jamais. Et ils ont demandé au médecin. Et le médecin a dit, il faudrait peut-être la pincer, tout ça, lui faire un peu mal pour qu'elle pleure. C'est mon père qui me racontait ça. Je trouvais que quand même, le médecin, il était un peu... voilà. Après, j'étais quand même assez peureuse quand j'étais petite. Et je me rappelle d'une fois que, avec ma mère, on a pris le tramway du faubourg pour aller en ville, rue Alsace, tout ça. Et arrivé le tramway était plein. Hein, et avant l'arrêt, parce que ça allait pas bien vite les tramways. Souvent les gens ils descendaient pendant que le tramway marchait. Et ma mère, je sais pas, elle avait été peut-être bousculée par quelqu'un, enfin elle avait été obligée de descendre. Et moi j'étais restée dans le tramway. Et je hurlais parce que je voyais que le tramway s'en allait avec moi et que ma mère elle était par terre. Alors elle me disait mais attends, n'aie pas peur, il va s'arrêter. Et je criais, j'avais peur. Je voulais pas perdre ma mère. Surtout que j'avais peur de cette grande ville. Et ce qui me faisait peur, c'est que quand on sortait du faubourg, avant de traverser le canal, il y avait la gare Raynal. Et cette gare, il y avait un pont. Il fallait passer sous ce pont. Et ce pont, il était en bois. Et quand tu passais sous le pont et qu'il y avait un train qui passait, on avait l'impression que le pont, il allait s'effondrer. Et j'avais peur quand j'étais petite de ça.
Je m'en souviens, ça m'est resté dans la tête. J'ai eu une enfance très heureuse. J'étais aimée par mes parents. Et surtout, j'ai des souvenirs surtout plus avec mon père qu'avec ma mère. Je ne sais pas pourquoi. Et nous avions pas beaucoup d'argent, mais on avait une vie simple et des loisirs simples. On n'avait pas, comme vous le savez, ni la télé, ni les ordinateurs, ni rien de tout ça. Et on vivait, comment dire, par exemple, ce que j'aimais, c'était que l'été, on sortait le matelas, c'était pas sophistiqué comme maintenant, hein. On sortait le matelas sur la terrasse, sur le balcon, parce qu'il faisait très chaud. À Toulouse, l'été, il faisait chaud. Et on dormait à la belle étoile. Alors j'aimais beaucoup ça. Et parce que mon père connaissait les étoiles. Et il me disait, ça c'est la grande ours, ça c'est la petite ours, tout ça. Et ça me faisait rêver. Voilà. Ensuite, quand j'étais plus petite, une fois, il me portait sur ses épaules. Et bon, c'est une anecdote, évidemment. Et des fois, je lui faisais pipi dessus. Ça me faisait rire, quand même. Et une fois, j'étais par terre et il me disait d'avancer, mais je voulais pas avancer, j'avais trouvé quelque chose. Et c'était une boîte d'allumettes, une petite boîte d'allumettes. Et il me disait, jette-la, qu'est-ce que tu vas ramasser, tout ça, comme saleté. Mais avant de la jeter, quoi, il a regardé dedans. Et il y avait de l'argent. Et il y avait pas mal d'argent, hein, des billets, je sais plus à l'époque, c'était des francs, bien sûr. Et avec cet argent-là, il a pu s'acheter une tonne de charbon. Et c'était beaucoup parce qu'une tonne de charbon, à l'époque, ça coûtait cher. Hein. Voilà. Et puis le soir, l'été, les gens, ils sortaient dans la rue, ils sortaient avec leurs chaises, ils parlaient, ils se racontaient des histoires, des choses, peut-être de ce qui se passait dans le monde. Et nous, les enfants, on jouait dans la rue, on s'amusait. Voilà, c'était des choses simples de la vie. Et aussi, l'été, ma mère, elle sortait, j'allais pas à la piscine. Nous n'avions pas des grandes piscines comme ils ont les gens maintenant. Et elle sortait une grande baignoire en zinc, je me rappelle. Elle mettait de l'eau dedans, qu'elle laissait chauffer au soleil. Et je me baignais. Voilà. Et nous avions un jardin. Et mon père cultivait pas mal de légumes. Et des fleurs aussi, on avait. On avait beaucoup de légumes. C'était très agréable. On allait ramasser les tomates, qui avaient goût à tomate, pas comme maintenant. Les haricots verts. Les haricots verts, ça m'embêtait un peu parce qu'il fallait les ramasser tous les jours. Ça donne beaucoup, les haricots verts. Il faut pas les laisser grossir parce qu'après, ils sont moins bons. Voilà, et puis on avait beaucoup de fleurs. Et surtout, ce qui m'avait frappé quand j'étais petite, on avait une fleur qui s'appelait héliotrope. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une fleur qui fait plein de petites fleurs mauves et qui sent très fort et qui sent très bon. Et il y a aussi, j'avais des animaux. J'avais des chats. Il y avait un grand chat blanc et un chat blanc et noir. Et puis j'avais ma petite Mirka. Ma mère, quand je suis née, elle a eu la chienne en même temps que moi, presque. Et pendant qu'elle me donnait le biberon, elle donnait le biberon aussi à la chienne. Et cette chienne, bien sûr, elle était toujours avec moi. Et ils avaient un magasin, et quand elle me mettait devant le magasin, dans la poussette, et la chienne, elle me gardait. Il fallait pas que personne ne s'approche. Elle voulait pas. Elle me protégeait. Et quand elle a été morte, j'ai été très mal, enfin tous, on a été très malheureux, et mon père ne voulait plus avoir d'animaux. Elle est morte, je pense, quand j'avais entre 8 ans et demi et 9 ans. Voilà. Après, que dire? Nous avions des voisins à côté de chez nous. C'était comme ma famille. Hein. Il y avait Gracieuse, son mari qui s'appelait Monsieur Martin, et la sœur de son mari qui s'appelait Jojo. Enfin, Georgette, et tout le monde l'appelait Jojo. Et quand j'étais petite, ma mère allait travailler parce que ma grand-mère avait une loge à Victor Hugo, elle était volaillère.
Et ma mère allait l'aider, allait travailler. Et mon père, il allait travailler aussi. Donc, elle me laissait, bien sûr. Et puis, la voisine, gracieuse, elle venait me lever. Elle s'occupait de moi. Bon, elle m'habillait, tout ça. Je déjeunais. Il m'amenait à l'école. Je revenais à midi, mangeais avec eux aussi. Et je repartais à l'école parce que bien, les horaires scolaires étaient coupés en France. Je sais pas si c'est toujours pareil. Et le soir, après, bon, il y avait ma mère, tout ça. Elle revenait me chercher. Donc, j'étais entre chez moi et chez eux. Voilà. C'était pour moi comme des grands-parents, pareil. Voilà. Et c'est la première fois parce que ils étaient catholiques. Et Jojo, elle avait été abandonnée par sa mère. Et son frère aussi avait été abandonné par sa mère. Et quand elle était plus âgée, elle a été élevée chez les sœurs, dans un couvent à l'orphelinat. Et quand elle a été plus grande, son frère, qu'il avait découverte, quoi, était venu la chercher pour qu'elle vive avec eux. Donc elle est très catholique. Et ce que j'aimais beaucoup, c'est que c'est elle qui me parlait de Jésus, parce qu'elle a appelé Jésus. Et pour Noël, nous allions à la messe de minuit. Elle m'amenait à la messe de minuit avec ses neveux, parce qu'elle n'était pas mariée, Jojo. Elle m'amenait à la messe de minuit, et c'était la première fois que je entendais parler de Yeshua. Et j'aimais beaucoup ça. En plus, après le soir, on buvait du chocolat chaud, et puis je dormais avec elle. Et parce que mes parents ne me parlaient pas de Yeshua, de religion. Mon père ne voulait pas d'entendre parler. Parce que bon, c'est sûr qu'en Espagne, l'église catholique, c'était l'obscurantisme. Et quand il était petit, il servait la messe dans son village. Parce qu'il y avait un curé qui venait à cheval, il faisait tous les villages de la montagne. Et il servait la messe. Et ce qu'il avait frappé et qu'il avait du mal à oublier, c'est que sa mère, ses sœurs, des fois il arrivait, c'était 1h de l'après-midi, ça dépendait quand il avait fini de faire les autres villages. Et il fallait qu'elle reste à jeun pour pouvoir prendre l'hostie. Et elles étaient prêtes de se trouver mal, ma mère et ma grand-mère et mes tantes. Et alors mon père, lui, il se rendait compte que quand il servait avec l'autre enfant de cœur, le curé mangeait du chocolat et il buvait du vin blanc qui se servait pour la messe. À mon père, ça l'avait frappé, ça l'avait marqué. Parce qu'il se rendait compte que ce qu'il le faisait faire aux autres, il ne le faisait pas lui-même, ce prêtre. Voilà, et bon, jusqu'à l'âge de 9 ans, ça allait bien. Et puis après, ma mère a commencé à être malade. Elle est morte d'une néphrite chronique. Néphrite chronique, c'est que le rein qui ne fonctionne plus, qui ne nettoie plus le sang. Et son père, ma mère, était mort au même âge qu'elle. Il était mort de la même maladie. Mais elle est tombée enceinte. Et bon, la grossesse s'est passée pas trop mal, mais à la fin, avant qu'elle accouche, elle était avec un taux d'urée et d'albumine dans le sang très élevé. Et elle a failli mourir, quoi. Et pour pas qu'elle meure, ils ont provoqué l'accouchement en lui faisant une césarienne. Et on avait dit à mon père, on va essayer de sauver la mère, mais il faudra pas compter sur l'enfant. Et le Seigneur en a décidé autrement. Vous voyez, les hommes, ils disent les choses, et puis le Seigneur, il fait autre chose. Et mon frère, il est né. Et ma mère, elle n'est pas morte. Elle est morte 6 ans après. Voilà comme quoi Dieu dispose. Les hommes proposent, mais c'est le Seigneur qui dispose. Voilà. Et après, bien sûr, elle était de plus en plus mal. Moi, j'avais 9 ans quand même, quand Marcel est né, mon frère. Et je m'occupais de lui, beaucoup. J'étais contente, je m'occupais de lui.
Et puis, mon grand-père est mort. C'était pas mon vrai grand-père, parce que ma grand-père, il est mort quand ma mère était petite, était jeune. C'était le second mari de ma grand-mère. Et quand il est mort, pour pas que ma grand-mère reste seule, nous sommes partis de la rue Estieux, au faubourg Bonnefoy, à Toulouse, et nous sommes allés à la ville. C'est-à-dire que le faubourg, c'était un peu la campagne. Quand on traversait le canal du Midi, et c'était la campagne presque. C'était le faubourg qu'on appelait. Et l'autre côté, c'était la ville. Et nous sommes allés habiter rue Raymond IV. Et pour moi, ça a été très dur parce que la campagne, c'était bien. On avait la nature de suite à côté de chez nous. On pouvait aller se promener. À côté de chez nous, je me rappelle toujours, il y avait des champs. On traversait une petite rue, là, c'était des champs. Il y avait des sablières, des grandes sablières, où ils faisaient des concours de motocross. Et maintenant, après, ça a été construit, ce qu'on appelle Jolimont. La Juncasse, tout ça, avec plein d'immeubles. Bien sûr, il y a plus rien qui reste. Et donc j'ai perdu tout ça et ça a été très difficile. En plus, j'aimais pas cette maison. C'était une grande maison, mais elle était sombre. J'aimais pas. Voilà. Donc là, j'avais 10 ans ou 11 ans à peu près. Et j'aimais pas. Voilà. Quand il me gardait, Gracieuse, Jojo et Monsieur Martin, je l'appelais Monsieur Martin parce qu'il s'appelait Marcel. Je l'aimais beaucoup, mais j'ai jamais pu le tutoyer et j'ai jamais pu l'appeler Marcel. Je l'appelais toujours Monsieur Martin. C'est bizarre, hein. Je pouvais pas. J'appelais Gracieuse, Jojo, mais lui je pouvais pas. Et avant que j'arrive, quand ils m'attendaient pour manger, il avait un espèce de singe comme ça, en plastique, vous savez, avec une queue, qui s'est accroché, qu'on pouvait accrocher. Et alors le jeu, c'était que chaque jour, quand j'arrivais pour manger de l'école, il le cachait quelque part. Il le mettait et il fallait que je le cherche. C'était là. Je passais un moment à le chercher, c'était bien, ça nous plaisait, quoi, autant lui que moi, quoi. Voilà. Et ah oui, je me rappelle, Gracieuse, elle était corse. Et bon, elle se faisait venir des produits de Corse de sa famille, parce que aussi ils y allaient pendant les vacances. Et ce qu'elle faisait souvent, alors je sais pas si c'était de Corse ou si elle les achetait, c'était des fèves. Alors les fèves, j'aimais pas du tout ça. Du tout. Mais bon, j'en mangeais par force. Ah oui, aussi une fois, les gens avant, ils connaissaient, en fait, ils mangeaient pas cachère, mais ils connaissaient, par exemple, il fallait, dans ma famille, manger une fois par semaine des abats. Alors c'était soit de la cervelle, soit du foie de veau, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? De la langue, et on y avait droit. Et alors le foie de veau, j'aimais pas du tout ça. Je ne pouvais pas le manger. Et une fois, je me rappelle, je voulais pas le manger. Et ma mère, qui était têtue quand même, comme moi, elle m'a dit, tant que tu n'auras pas mangé, tu sortiras pas de table. Et tu iras pas à l'école. Alors quand j'étais petite, ne pas aller à l'école, c'était vraiment me punir, hein, parce que j'aimais beaucoup aller à l'école. J'ai tenu un moment, mais après j'étais obligée de le manger. Mais je l'aimais pas. J'aimais bien, ah oui, le cœur aussi, il y avait, enfin les abats, quoi. Là, puis il fallait on mangeait du poisson, au moins une fois par semaine, ce qui était bien. Et il y avait le poissonnier, justement, qui passait une fois par semaine dans le quartier. Il avait un cheval. Il passait avec son cheval. Et il y avait la crémière qui passait et qui vendait ce qu'on appelle maintenant de la faisselle, je crois. C'était
c'était du lait caillé et qui était très bon, hein, qu'on mangeait avec du sucre et puis du millat. Le millat, c'est de la farine de maïs avec du lait, je crois, et qu'on faisait cuire dans la poêle, et qu'on mangeait avec du sucre. C'était très bon. Ça aussi, je me rappelle de ça. Puis il y avait le chiffonnier qui passait. Et moi, j'en ai jamais eu peur quand même. Mais enfin, les enfants, ils en avaient peur parce qu'on leur disait, si t'es pas sage, le chiffonnier va te prendre. Il ramassait tous les chiffons. Il y avait le rémouleur aussi, celui qui aiguisait les couteaux, les ciseaux, tout ça. Tous ces métiers-là qui maintenant ont disparu, ça n'existe plus. Voilà, comme les cordonniers. Maintenant, je ne sais pas s'il en reste des cordonniers encore. Dans le quartier, il y en avait un. Voilà. Il y avait un tailleur aussi dans le quartier. Mon père se faisait faire les costumes chez lui. Il cousait très bien. Des costumes sur mesure, parce que comme il était petit, mon père, il avait toujours les pantalons trop longs. Il ne pouvait pas s'acheter du prêt-à-porter, quoi. Ça lui tombait pas bien. Quand j'étais petite, quand j'étais enfant, les distances, pour moi, j'habitais au Faubourg. Quand j'allais rue Alsace à Toulouse, qui était dans la ville, quoi, qu'on appelait, il me semblait que c'était vraiment... et quand je passais le canal, et une fois, parce que oui, j'ai oublié de vous dire que le frère de Jojo, et de M. Martin, et sa femme, Gracieuse, elle travaillait dans les... Comment ça s'appelle c'est pas la RATP, la RATP c'est à Paris. C'est les bus et les tramways. À l'époque, c'était le tramway quand j'étais petite, hein, à Toulouse. Et puis les bus aussi. Et M. Martin était chauffeur de bus, et Gracieuse, elle était poinçonneuse. Les tickets, comme chantait Gainsbourg. Et une fois, nous sommes allés, elle m'a amené, Jojo, parce qu'elle voulait aller à Pibrac, à Sainte-Germaine, parce que comme elle était catholique, elle m'a amené avec elle. Alors là, je peux vous dire que c'est comme si j'étais partie en Amérique, pareil, pour moi. Vous voyez, comme quoi, hein, c'était le bout du monde pour moi, Pibrac. Alors que c'est à, je sais pas, 20 km ou 30 km de Toulouse, je ne sais plus. Voilà. C'était vraiment... Ah oui, et puis quand j'étais petite aussi, avec Jojo, toujours pareil, hein, et eux, et puis même mes parents aussi, comme j'étais beaucoup chez eux, pour Pâques, elle me racontait que les cloches allaient à Rome, elles partaient des églises, elles allaient à Rome, et puis après qu'elles revenaient. Et quand elles revenaient, elles amenaient des œufs, quand j'étais dans le jardin, un chocolat. Et alors, bon, moi je le croyais, hein. Mon père et ma mère ne me disaient rien, je le croyais, et donc j'allais chercher, me cacher les œufs dans le jardin, et j'allais chercher les œufs. Voilà, comme il y a beaucoup qui font encore maintenant, hein. Et quand on voit les fêtes que c'est, diabolique, et on fait croire ça aux enfants. Et ma plus grande déception, je crois, ça a été le Père Noël. Ah, parce que bien sûr, j'ai eu droit au Père Noël. Et comme on n'avait pas... Maintenant, les enfants, ils voient le Père Noël partout. Alors, je ne sais pas si vraiment ils y croient, mais moi, j'y croyais vraiment, hein. Je croyais qu'il existait, je l'écrivais, tout ça. Et un soir, la veille de Noël, donc, ma mère et Jojo ont préparé le sapin à la maison. Et elles m'ont dit que le Père Noël, il allait venir par la cheminée, mais qu'il fallait pas que je le voie, surtout, hein. Qu'il allait m'amener des cadeaux et qu'il fallait pas que je le voie. Mon père n'était pas trop d'accord avec ça, hein, parce qu'il n'aimait pas qu'on mente, mon père. Et donc, j'étais dans la chambre, j'entendais du bruit, parce qu'elles étaient en train de préparer, et je m'étais mis sous les couvertures, et puis mon père, il est venu me voir. Et quand il m'a vue, j'étais inondée de sueur, j'étais rouge comme une pivoine, alors il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère, il s'est disputé avec Jojo, avec ma mère, tout ça, et il m'a dit que le Père Noël n'existait pas, que c'était pas vrai. Alors là, ça a été vraiment
la déception. Hein. Et il m'a dit que les gens y mentaient, que c'était pas vrai. Enfin bon, il m'a tout raconté. Voilà, ça a été assez abrupt. Donc ouais, après, je me suis plus fait d'illusions. Après leur mariage, mon père et ma mère ont, ont ouvert un magasin, rue Estieux, où il y avait de l'épicerie, et puis il y avait de la volaille. Parce que mon père allait sur les marchés, acheter de la volaille. Je vous avais dit que ma grand-mère était volaillère déjà. Ma tante et son mari aussi, la sœur à ma mère. Et donc ma mère aussi. Voilà. Donc ils avaient un commerce qui marchait pas trop mal. Hein. Seulement ma mère, elle était très gentille. Quand les gens venaient, vous savez, autrefois, quand on allait à l'épicerie, quand j'étais petite, les gens n'avaient pas beaucoup d'argent, ils sortaient après la guerre. Donc quand ils allaient à l'épicerie, ils allaient acheter des choses et l'épicier marquait à crédit, quoi. Et quand ils avaient la paye, quand le mari rentrait avec la paye, les femmes, elles payaient, parce que les femmes ne travaillaient pas à l'époque. Et elles payaient. Et ma mère, souvent, elle oubliait de marquer qu'elle avait vendu ça, qu'elle avait vendu ça. Alors mon père, ça ne lui mettait pas en colère, ça le mettait en colère plutôt. Et surtout, je me rappelle d'une histoire qui faisait que rabâcher, parce qu'il répétait beaucoup les choses. Et c'était le poivre, une histoire de poivre, parce que le poivre, il l'avait au marché noir, c'était très, très rare, donc il valait très cher. Et il vendait, il coûtait, le kilo, il coûtait très cher. Et ma mère, elle s'était trompée. Et les personnes ne lui ont pas dit, quoi. Donc elle a vendu le poivre pour presque rien. Parce qu'elle s'était trompée en calculant. Alors ça, bon enfin voilà. Et puis je crois qu'ils avaient ouvert aussi une loge à Victor Hugo, mais ça n'avait pas marché. Et puis après, peu à peu, ma mère, elle a été malade. Et il fallait payer beaucoup de... La sécurité sociale, c'était au début, hein. C'était après la guerre que c'est venu. Et donc les gens, ils n'avaient pas de sécurité sociale comme maintenant. Et puis en plus, il fallait se faire, pour la retraite, il fallait cotiser énormément. La retraite des commerçants, des artisans, il fallait cotiser. Donc après, ils ont arrêté. Et mon père, il a travaillé au Grand Hôtel, qu'on appelle à Toulouse. C'était un grand hôtel, oui, aussi qu'il y avait tous les artistes qui venaient, les gens importants. Il faisait nettoyer les parquets, il était cireur, qu'on appelait, cireur. Et puis après, il est allé dans le bâtiment. Et là, le pauvre, c'était dur pour lui. Enfin, il a continué. Là, j'étais beaucoup plus grande, déjà ma mère était morte. Voilà. Et justement, j'ai une anecdote aussi, c'est que quand j'étais petite, que j'étais devant le magasin, je suis tombée, et sur le bord d'une barre en fer qui tenait sans doute pour fermer le magasin, le portail, là, et je me suis fendu la lèvre. Là, c'est pour ça que j'ai une cicatrice. Déjà que j'ai pas les lèvres épaisses, je m'étais esquintée. Alors mon père, le pauvre, c'était... Et on m'avait mis des poings, et je m'enlevais les poings avec la main. Je voulais pas les laisser. Je commençais déjà à pratiquer le métier d'infirmière avant l'heure. Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup le printemps. C'était ma saison préférée parce qu'en France, enfin à Toulouse, le printemps, il était marqué. Toutes les saisons étaient marquées. L'hiver, il faisait froid, il y avait la neige, il y avait de la glace. L'été, il faisait très chaud. L'automne était bien. Et le printemps, j'aimais beaucoup parce qu'il y avait les fleurs, il y avait tout ça, c'était formidable. Et quand j'ai pas fait d'école maternelle, et je suis allée à l'école quand même assez tard. Quand j'essaye de me souvenir, j'avais plus de 6 ans, je pense. Et la première année, je crois, ou peut-être la seconde, j'ai été malade, j'ai attrapé la rougeole, la rubéole, les oreillons
et la coqueluche. Alors la coqueluche, je m'en rappelle, j'étais petite, mais je me rappelle que je m'étouffais. Vous savez, quand on appelle faire le chant du coq, c'est-à-dire qu'on tousse, et on n'arrive plus à avoir la respiration. Et on avait dit à mes parents qu'il aurait fallu que je respire un autre air. Ou alors ce qu'on faisait à l'époque, c'est qu'on disait aux gens qu'il fallait qu'ils fassent un tour en avion pour que l'altitude, ça faisait du bien. Je ne sais pas si c'était vrai. Enfin voilà. Alors mon père, qui est tellement, il nous aimait tellement, il avait un vélo Solex. C'est tout ce qu'il avait, le pauvre. Ah non, et quand j'étais plus petite, oui, il avait une, comment elle s'appelait cette voiture? Ses premières voitures, là c'est des voitures de collection. Je me rappelle plus le nom de ces voitures. Une trèfle, voilà, ça s'appelait une trèfle. C'était un des premiers à avoir une voiture. Il avait le permis et tout, ouais. Bon, après, il avait ce vélo Solex. Et alors, je me rappelle, un jour, on est parti. Il m'a pris avec le vélo Solex. Ma mère a préparé un pique-nique. Et nous sommes partis tous les deux. Pas très loin de chez nous, sans doute, mais enfin, quand même, à quelques kilomètres. Et où c'est qu'il y avait des pins. Pour que je puisse respirer. Vous voyez, c'est pour vous dire quel amour il avait pour sa famille. Voilà, et puis on était revenus. Donc ça me revient, ça. Puis ce qui me revient aussi, c'est que quand il y avait l'automne, justement, et que j'étais sur la terrasse, sur le balcon, quoi, je voyais les hirondelles sur les fils électriques qui se préparaient à partir. Il y en avait des centaines. Et quand je les voyais, je les regardais pendant longtemps, et j'aurais aimé partir avec elles. J'aurais aimé voler. Après, les hommes, c'est toujours le rêve de l'homme, je crois, de voler. Ils sont pas arrivés. Enfin, il y a les deltaplanes, tout ça, mais bon, c'est pas vraiment voler comme un oiseau, quoi. Voilà. Et puis l'hiver c'était dur, hein, parce que l'hiver, le chauffage, il y avait la cuisinière dans la cuisine pour faire le manger, c'était la cuisinière à charbon, qui chauffait tout. Et vraiment, si vraiment il faisait très très froid, on avait un petit Mirus dans la chambre. Ça existe toujours, je l'ai vu sur internet, Mirus. Là par contre, on met du bois. Voilà. Et les carreaux, hein, les vitres, c'était pas double vitrage ni triple vitrage comme maintenant. C'était des vitres qui tenaient avec du mastic. Et il y avait la glace au carreau. Hein. Et quand on allait au lit, il fallait mettre la brique. Ma mère, c'était des briques qu'on mettait dans le four. C'était une terre réfractaire qu'on appelle, c'est-à-dire qui garde la chaleur. Ou alors il y avait les moines, qu'on appelle, avec du charbon dedans. Et on chauffait le lit pour pouvoir y rentrer. Et quand j'allais dormir avec Jojo, elle, comme elle était, son métier, c'était brodeuse. C'est-à-dire qu'elle faisait elle travaillait pour un magasin qui faisait tout ce qui était layette pour les enfants. Et elle brodait comment ça s'appelle, les brassières, les petites robes, tout ça. Elle était couturière aussi, elle savait très bien coudre. Et elle avait des fers qui étaient en fonte, je pense, et qu'elle posait sur la cuisinière. Et ces fers aussi, on pouvait mettre du charbon, je crois. Du charbon rouge, quoi, quand il est... Et avec ce fer, elle repassait les draps avant qu'on aille au lit. Et on allait au lit, comme ça, c'était chaud. Voilà, c'était pas comme maintenant. On avait souvent des engelures aux pieds et aux mains aussi, malgré qu'on se protégeait. Voilà, mais bon, c'était bien. Hein, on n'était pas plus malade que maintenant. Je vous avais parlé de mon frère Marcel, mais j'ai un autre frère aussi qui s'appelait Guy. Il est décédé maintenant. Et nous avions 6 ans de différence. Moi, je l'ai toujours considéré comme mon frère. Mais en fait, ma mère, quand elle était jeune fille, elle avait connu un homme. Bon, elle est allée avec lui. Elle est tombée enceinte, mais cet homme était marié. Et puis après, il l'a laissé tomber, quoi. Il l'a pas épousé.
Donc, quand ils se sont mariés, ma mère et mon père, Guy, il avait déjà 2 ans. Et mon père l'a reconnu comme son fils. Il porte le Gonzalez, il s'appelle comme nous. Je trouvais des fois un peu bizarre parce que, bon, il venait à la maison, évidemment, hein, il vivait avec nous aussi. Mais il était surtout chez mes grands-parents, qui habitaient rue Raymond IV, comme je vous avais dit. Et, et on me disait, oui, c'est parce que l'école où il va, c'est l'école Bayard, qui était rue Matabio, qui était à côté, c'est plus près, tout ça. Et puis il aidait un peu mes grands-parents. Enfin, il venait pour les week-ends, pour les vacances et tout ça. Moi, je trouvais un peu drôle, mais enfin, j'étais petite, je m'apesantissais pas là-dessus. Voilà, donc je voulais parler de lui. Moi, je l'ai toujours considéré comme mon frère, j'ai jamais considéré que c'était mon demi-frère. Jamais. Et il faut vous dire que les gens à l'époque, c'était vraiment être fille-mère, comme ils appelaient. Et c'était quelque chose qu'on cachait dans les familles, on ne le disait pas. Ça se disait pas, ça se cachait, tout ça. Et je l'ai su, euh, euh, involontairement, personne ne m'en avait jamais dit. Et j'aurais pu m'en rendre compte parce que quand j'étais plus grande, c'était moi qui m'occupais des papiers. Parce que mon père, bon, il n'était jamais allé à l'école. Enfin, il se débrouillait, il lisait un peu, il écrivait un peu en français, mais pas grand-chose. Et en Espagne, il n'était jamais allé à l'école. Et j'aurais pu m'en rendre compte, mais je ne m'en suis jamais rendu compte parce que mon frère était né en 41 et mes parents sont mariés en 43. J'aurais pu le voir sur les papiers. Je ne m'en suis jamais rendu compte. Et quand ma mère est morte, j'avais une cousine pas une cousine germaine, une deuxième cousine qui habitait à Paris et qui venait pour les vacances. Passer les vacances chez nous, quand ma mère était là, tout ça. Bon, on était contents, c'était les réunions avec les cousins, les cousines. Et après que ma mère soit morte, elle a continué à venir aussi. Et un soir qu'on était ensemble, dans le même lit, bien sûr, on dormait, on se racontait, on passait la nuit presque à parler. Et sans le vouloir, elle me l'a dit. Parce que je lui disais que je trouvais que ma mère, quand même, il me semblait qu'elle préférait mon frère que moi et Marcel. Et alors elle me dit, eh ben oui, c'est l'enfant du premier amour, elle me dit. Alors là, et puis elle s'est rendue compte qu'elle avait fait. Bon, jamais personne ne nous l'avait dit, même mon frère Guy, il l'a su tard, hein. Il l'a pas su de suite. Hein. Voilà, donc ça a été un petit choc. Même enfin pour moi, ça n'a rien changé, jamais, parce que c'était mon frère. Et par la suite, nous sommes toujours côtoyés. Et même à la fin de sa vie, je me suis occupée de lui. Voilà, il est mort à la clinique hein, avec moi. Voilà, je voulais vous parler de lui parce que je n'avais pas parlé. J'avais une dizaine ou douzaine d'années, je ne sais plus exactement maintenant. Quand mon grand-père est mort, nous sommes allés habiter alors rue Raymond IV avec ma grand-mère pour pas qu'elle reste toute seule. Bon, ça me plaisait pas, j'aimais pas du tout. J'avais quitté la campagne. C'était bien, on pouvait se promener, on pouvait... parce que dans la ville, bon, j'aimais pas trop ça. Bon, mais enfin, il a fallu faire avec. Hein. Voilà, et puis là, j'ai fini ma scolarité à l'école primaire et je suis rentrée en 6e. Et alors, normalement, j'aurais dû aller à une école de filles parce qu'il n'y avait pas de mixité. Hein. C'était l'école de filles et de garçons. Et l'école Fabre où je devais aller, il n'y avait plus de place. Alors on se retrouvait, on était peut-être une dizaine de filles dans le collège de garçons. Il n'y avait que des garçons, en 6e. Bon voilà, ça s'était très bien passé, j'ai fait une bonne 6e, ça allait. Après, bon, ma mère allait de moins en moins bien. Hein. Et j'étais pas très, comment on dirait, j'étais malheureuse, quoi, bien sûr. Et j'avais pas trop la tête à étudier. En plus, quand je suis après, à la 5e, nous sommes allés à l'école Fabre avec les filles. Et puis là, la 5e, pour moi, ça a été, j'arrivais pas à suivre, à apprendre les choses par cœur, comme ça, sans comprendre, ça ne m'allait pas du tout.
Bon, les professeurs, c'était pas... Hein, si tu suivais pas, bon... Ça me plaisait pas du tout. Et quand ma mère est morte, ils voulaient me renvoyer de l'école, parce que j'avais de très mauvais résultats. Et mon frère aîné, Guy, il s'était engagé... enfin, je sais pas s'il s'était engagé, enfin, il avait été appelé, il était dans les parachutistes. Il est parti après en Algérie, mais au début, il était à Pau. Et donc, il était allé voir avec moi, bien sûr, à la fin de l'année, la directrice, tout ça. Et il leur a dit que ma mère allait très mal, elle était morte. Mais je leur avais pas dit, j'avais rien dit à personne. Alors quand ils ont su ça, évidemment, la pauvre, c'est pour ça, tati, tata. Et ils m'ont fait redoubler encore la 5e. Alors j'étais pas contente parce que je voulais partir de ce collège, j'en avais assez. Enfin voilà, j'ai redoublé la 5e. Et puis avec une copine, on s'entendait très bien, elle non plus ne s'y plaisait pas. On s'était dit peut-être qu'on pourrait partir là, et qu'on pourrait essayer une école d'enseignement technique, un collège d'enseignement technique. Et on a vu un collège d'enseignement technique qui s'appelait Hélène Bouchy. D'ailleurs, il existe encore aujourd'hui. Et on est allé se présenter pour pouvoir rentrer, pour être aide maternelle, c'est-à-dire s'occuper des enfants dans les écoles, normalement, c'est ça, aider les maîtresses, normalement. Et puis on a été acceptés. Voilà, j'étais contente, je partais de 5e, j'étais contente de partir de ce collège où j'apprenais rien, où je m'ennuyais, où je me plaisais pas du tout. Et ma copine, elle, par contre, elle y est pas restée longtemps parce qu'elle s'est mariée. Mais ça a duré 2 ans et j'ai pas regretté d'y être allée. J'ai appris beaucoup de choses, je m'y plaisais. On faisait des stages en crèche, dans des maisons pour enfants. Je m'y plaisais beaucoup. Et j'ai eu mon diplôme d'aide maternelle sans problème. Et ce collège, il se trouvait à côté du boulevard de Strasbourg, à Toulouse. Et c'est un boulevard où tous les jours, il y a le marché. Ils vendent des légumes, des fruits, tout ça. Et ma grand-mère, quand je revenais, que je sortais du collège, souvent, elle me disait, tu me ramèneras ça du marché, tu me ramèneras ça, parce qu'elle sortait pas beaucoup, elle pouvait plus marcher presque. En plus, elle était très forte. Et donc, en plus de mon cartable, j'étais un peu fatiguée. Il fallait que je ramène les affaires. Et là, moralement, j'étais aussi très fatiguée. J'étais fatiguée physiquement et moralement. Et c'est là qu'en passant, plusieurs fois, contre le mur, en passant, j'ai vu une affiche qui était à moitié déchirée. Et il y avait le passage de Matthieu qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Et quand je voyais ça écrit, je me disais, eh ben, si c'était vrai, voilà. Et le Seigneur, il m'a montré que c'était vrai. Parce que quand je suis venue à lui, il m'a donné le repos. Voilà. Et puis bon, 2 ans ont passé. J'avais à cette époque-là, j'avais 18 ans. Voilà. Donc je m'occupais à la maison, je faisais pas mal de choses parce que ma grand-mère, on avait une femme de ménage, mais enfin bon, c'était pas... Et les devoirs et tout ça. Et puis avec une autre amie aussi, ah oui, il y a eu des péripéties, parce que avec mes amis que j'avais au collège, on cherchait qu'est-ce qu'on pourrait faire, parce que aide maternelle, bon. Alors avait une, on voulait rentrer à l'hôpital psychiatrique. On est allé se présenter. Quand il nous a vus, le directeur, il nous a dit, vous êtes vu votre gabarit? Moi, je suis pas grande. Je fais 1m53. Maintenant, je dois faire encore moins. Mais ma copine, elle faisait même pas 1m50, je crois. Elle était juste presque lilliputienne.
Elle était très, très menue, très fine. Donc il n'a pas voulu, qu'on rentre là, heureusement, parce que après j'avais pensé aller à Paris à la Salpêtrière, à l'hôpital La Salpêtrière, qui existe toujours. Quand je vois les problèmes qu'ils ont, heureusement que le Seigneur m'a gardé de ça. Et puis après, bon, je me suis dit, je pars pas, je vais pas laisser mon père tout seul avec Marcel. Parce que là, oui, avec Marcel, je voulais pas le laisser tout seul. Et donc, j'ai abandonné ça. Puis il m'en passait des idées dans la tête. Je voulais aider les autres. J'étais influencée par un film avec Audrey Hepburn qui s'appelait Au risque de se perdre, je crois, c'était ça. Et elle voulait être sœur et aller travailler au Congo chez les lépreux. Ça m'avait passé dans la tête aussi, ça, d'aller chez les lépreux, soigner les lépreux. Bon, enfin, tout ça après, bon, c'était des idées comme ça que j'avais. Et puis, avec ses copines, là, on a dit si on passait le concours pour entrer à l'école d'infirmière, parce que il fallait avoir le bac, ou alors il y avait un concours d'entrée. Moi, je n'avais pas le bac, donc j'ai passé le concours d'entrée, et j'ai été reçue. Alors j'étais contente. Seulement, j'ai reçu un mot de l'hôpital, de l'école, qui m'a dit on ne pourra pas vous prendre cette année parce qu'il n'y a pas de place, il n'y a pas assez de place. Donc, vous serez prise l'année prochaine. Bon, ben j'ai dit à mon père, tant pis, j'irai travailler, puisque j'avais mon diplôme d'aide maternelle, je pouvais aller travailler dans des maisons pour les enfants, il n'y avait pas de problème. Parce que j'avais fait des stages, j'avais été bien notée, tout ça, et ils étaient contents si j'avais postulé chez eux. Donc voilà. Alors j'étais prête à faire mes demandes, et puis quelques jours plus tard, je reçois une lettre, et qui me disent vous êtes convoqué à telle heure à l'hôtel-Dieu pour rencontrer la directrice. Mais je dis qu'est-ce qui se passe? J'ai dit à mon père, il se trompe, je dois être prise l'année prochaine. Bon, j'ai dit je vais y aller quand même. Et alors j'y suis allée, la directrice m'a reçue, elle était en fin de carrière, je crois que c'était sa dernière année, très gentille. Et je lui dis, je crois qu'il doit y avoir une erreur parce que vous m'aviez écrit que j'étais prise que l'année prochaine. Elle me dit, mais non, vous serez prise cette année. Comment voulez-vous que je refuse le professeur Sandrail? Alors moi, je tombais des nues. Je me demandais qu'est-ce qui se passait. Et en fait, bon, le professeur Sandrail, c'était un grand professeur de médecine à Toulouse, qui était très connu dans toute la France. Et ma grande tante, la mère de mon grand-père, l'avait élevé. Il était orphelin et elle l'avait élevé. Donc, elle vivait avec eux et tout ça, bien sûr. Et mon oncle, la sœur de ma mère et son mari, ils étaient allés voir le professeur Sandrail et ils lui avaient dit que on pouvait pas me prendre cette année. Mais ils me l'avaient pas dit parce que moi, je voulais pas avoir des pistons et tout ça. Ça me plaisait pas du tout. Et c'est comme ça, bien sûr. Il a parlé à la directrice et elle m'a pris. Voilà. Ça fait que j'ai pas perdu de temps. Donc, à 18 ans et demi, je suis rentrée à l'école d'infirmière. J'étais une des plus jeunes de la promotion, là. On était une centaine. Et il y avait 4 hommes. Parce que la profession, maintenant, il y a beaucoup qui font infirmiers. Mais quand moi j'étais jeune, il n'y en avait pas beaucoup. C'était des femmes. Il y avait 2 sœurs aussi, qui faisaient leurs études. Et voilà, alors c'est comme ça que j'ai commencé à rentrer à l'école d'infirmière, à faire mes études. Bon, ça n'a pas été facile, c'était dur. Les stages étaient durs. La première année, enfin toutes les 2 années d'ailleurs. Et le premier stage, je vais en parler. Parce que quand on s'est présenté notre premier stage avec une collègue à moi, enfin une jeune femme qui fait ses études avec moi, c'était à la Grave, c'était un hospice. Et c'était des salles. Maintenant, je ne sais pas si ça existe, je ne pense plus que ça existe, où il y avait 40 lits, comme on voit dans les films.
d'un côté et de l'autre. Et quand les gens étaient mal, c'était les femmes. Ça, c'était parce que les hommes et les femmes, c'était pas mélangé. Et elles étaient là jusqu'à la fin de leur vie. Hein. Et c'était tenu par des sœurs. Enfin, il y avait une infirmière, mais celle qui s'occupait de tout, c'était la sœur. Elle avait les clés partout, elle donnait tout au compte-gouttes. Enfin. Mais quand on est rentré dans la salle et que vous voyez ça, que c'était le matin, qu'on est en train de changer toutes ces personnes qui avaient fait pipi au lit, qui avaient fait dans les couches, l'odeur, tout. Mais là, à ce moment-là, vous saviez si vous alliez continuer ou si vous partiez. Parce que c'était vraiment, ça prenait à la gorge et à tout. Et après, c'était un stage que j'ai beaucoup aimé. Ah oui. C'était très humain, c'était très bien. Voilà, et donc ma première année, et j'ai fait d'autres stages bien sûr, et avant Noël, là ma grand-mère, j'allais être en vacances de Noël, et j'avais mal au ventre parce que j'avais les règles, je m'étais allongée, et elle était en train de manger, et elle s'est étouffée en mangeant un morceau de viande. Et comme elle était obèse, tout ça, j'ai pas pu la faire dégager, quoi. Et elle s'est étouffée devant moi. Il y avait mon frère, Marcel, il était petit, Marcel. Il était parti au cabinet, le pauvre, je ne le voyais plus sortir. Et elle est morte là, je n'ai pas pu la réanimer. Voilà. Ça a été dur aussi. Et on s'est retrouvés avec mon père et Marcel, tous les trois. Voilà. Et puis, bon, j'ai fait l'année de plus, parce que c'était sur 2 ans à l'époque. Maintenant, je crois qu'elles font 3 ans. Même, je me demande si elles ne font pas davantage. Voilà. Donc, j'ai eu mon diplôme. J'étais contente, malgré que je ne l'ai pas trop montré. Et j'ai dit à mon père, bon, je vais travailler le plus tôt possible. C'était en septembre. Qu'on passait le diplôme, enfin, on finissait, savoir les résultats, c'était en septembre. Donc, j'ai dit à mon père, c'était en 67. Et je vais chercher le travail. Alors, je fais ma demande à l'hôpital. Et puis, l'hôpital, bon, j'ai attendu 15 jours, tout ça, il ne me répondait pas. Alors, j'avais une amie qui avait fait ses études avec moi et qui continuait parce qu'elle voulait faire une année de plus. Elle continuait parce qu'elle voulait faire sciences sociales. Il y avait une année de plus à faire. Et elle connaissait un médecin qui était actionnaire à la clinique Pasteur. Elle lui a demandé s'il pouvait en parler, quoi, à celle qui a mouché, quoi. À la directrice, elle a parlé. À la directrice. Alors, il en a parlé, tout ça. Bon, j'y suis allée. J'ai eu un rendez-vous. Puis la directrice m'a dit, ah, mais c'est pas moi qui m'occupe de ça. Il faut que vous alliez voir l'infirmière major. Alors, je suis allée voir l'infirmière major. Et qui m'a dit, oui, on a besoin de personnel, mais pour l'instant, il n'y a pas de poste vacant. Il va y en avoir bientôt. Alors moi, je lui ai dit, vous savez, moi, je ne peux pas attendre. Hein. J'ai fait la demande à l'hôpital. Si l'hôpital m'appelle, j'irai à l'hôpital. Alors elle me dit, écoutez, j'ai un monsieur qui va rentrer chez lui et il a besoin d'une infirmière à domicile parce que sa femme travaille. Alors si vous voulez, elle me dit, vous pourrez vous occuper de lui. Malheureusement, elle m'a dit, il va pas vivre trop longtemps parce qu'il avait un cancer de l'œsophage. Et il avait une fistule en plus, et là, ça coulait. Et elle me dit, quand il sera décédé, on vous embauchera. Et pour être sûre que j'accepte que je vienne travailler à Pasteur, elle m'a dit, vous serez rémunéré comme si vous travailliez. Parce qu'il n'y avait pas d'infirmière, ils n'en trouvaient pas à cette époque-là, c'était très rare. Ça a toujours été le problème, mais là, vraiment, il y avait une pénurie importante. Et bon, j'ai accepté. Et donc, je me suis occupée de ce monsieur qui s'appelait Monsieur Monzon. M'occuper est un grand mot, hein, parce que j'y allais. Sa femme faisait tout. Elle était très, très gentille, elle faisait tout. J'avais juste, c'est surtout dame de compagnie. Et la seule chose que je faisais, c'est quand il avait très soif et qu'il voulait boire, qu'on le protégeait, parce que quand il buvait, ça sortait par la fistule. Et je refaisais le pansement. Et c'était tout. Hein.
Donc, et en plus, bon, j'étais payée par la sécurité sociale parce que je remplissais les feuilles comme quoi je travaillais là, parce que j'étais là toute la journée. Donc, j'avais double salaire. Voilà, et c'est là, chez eux, que pour la première fois, j'ai entendu parler de l'évangile. Parce qu'il y avait un pasteur, monsieur Pitor, il s'appelait, qui venait le voir, qui lui avait parlé du Seigneur, et une jeune fille aussi qui venait le voir, qui s'appelait Marlène. Et lui, il m'avait dit, oh, vous savez, il m'avait dit, c'est pas pareil que l'église catholique, c'est pas pareil, il me disait. Et moi, je me méfiais, hein, je sais pas, j'étais méfiante. Et donc, le pasteur, il a très bien compris, et quand il me parlait, bon, il me parlait un peu du Seigneur, mais sans trop. Il me parlait, vous soignez l'âme, vous soignez le corps, moi je soigne l'âme, en fait, tout ça, je soigne. Il était très sympathique, très gentil, donc ça s'était bien passé entre nous. Et puis, monsieur Mozon, il est mort au début du mois de janvier. Voilà, donc j'avais beaucoup d'affinité avec madame Mozon, on s'entendait très bien. Et puis j'ai arrêté d'aller les voir. Madame Mozon était catholique. Elle était contente que son mari ait accepté le Seigneur, quoi. Parce qu'il voulait pas d'entendre parler avant. Hein. Ce monsieur, ils étaient pieds noirs. Ils avaient vécu au Maroc. Ils avaient été chassés du Maroc. Ils avaient vécu en Algérie. Et ils avaient été chassés d'Algérie. Ils avaient tout perdu 2 fois. Il travaillait dans la police, et là, il s'était mis comme détective privé. Il avait beaucoup fumé, et puis mangé très épicé, tout ça, et il avait eu ce cancer. Il était jeune, hein, il avait, je ne sais plus quel âge il avait, mais il n'avait pas 50 ans. Hein. Voilà, et madame Mozon, elle était remariée avec lui. Son premier mariage, elle avait 2 filles. Voilà, et puis bon, on s'est séparés, évidemment, et moi je suis allée à la clinique, j'ai commencé à travailler, et tout ça, et le temps a passé, et puis, des fois je me disais, à quoi ça sert de vivre, si tout ça, à quoi ça sert, si c'est pour mourir, pour finir comme ça, quoi, mourir, et puis c'est tout. Je me posais la question, je me disais à quoi ça sert. Et des fois même, j'avais des idées un peu noires. Heureusement qu'il y avait Marcel et mon père, parce que je m'occupais d'eux, évidemment. Voilà, Marcel est allé au lycée. Il travaillait bien, il travaillait très bien. Et mon père, le pauvre, il travaillait, il était dans le bâtiment à cette époque-là. Et c'était pas évident pour lui. Hein. En plus, j'ai oublié de vous dire que quand il est né, la date de naissance, il savait pas la date de naissance. À l'époque, bon, il savait pas. Et alors, il s'était vieilli de 4 ans. Il croyait qu'il était né il est né en 13 ans. Il croyait qu'il était né en 1917. Et puis, à un moment donné, quand mon frère est arrivé à l'âge de rentrer à l'armée, on lui a demandé à choisir si vous voulez être dans l'armée française ou si vous voulez aller faire son service militaire en Espagne. Et il fallait l'extrait de naissance. On a demandé l'extrait de naissance. Ça a été un peu dur pour l'avoir parce que à la guerre civile, tout avait été brûlé, tout ça. On a réussi quand même. Il avait gardé les registres à l'église. Et mon père croyait qu'il était né en 1917 et il était né en 1913. Donc, il s'était rajeuni. Oui, voilà, il s'était rajeuni. Et alors, il a essayé parce que pour la retraite, bien sûr, il voulait l'avoir, plus tôt. Et il a essayé de demander tout ça, mais ça n'a pas marché parce qu'il a toujours dit, depuis qu'il était arrivé en France, qu'il était né en 1917. Il avait signé et tout. Donc ça n'a pas marché, ça fait que pour la retraite, il a été obligé de travailler 4 ans de plus. Voilà. Ça nous a... Enfin, nous,
On rigolait un peu avec Marcel, mais lui, ça le faisait pas rire, le pauvre. Maintenant, je me rends compte que c'était pas marrant. Quand j'ai commencé à travailler à la clinique Pasteur, je suis tombée dans un service. Enfin, c'était un service, mais il y avait plusieurs types de chirurgie. C'était en chirurgie. Alors, il y avait la chirurgie digestive, de la chirurgie urologique et de la chirurgie des yeux. Voilà, on travaillait, c'était... bon, à l'époque, quand j'ai commencé, on avait un jour de congé par semaine. Après, au fil du temps, on a eu un jour de congé et demi. Et puis après, on a eu 2 jours. Maintenant, c'est 2 jours, je pense, par semaine, que les gens, ils ont. Et donc, c'était dur, mais on était considérés par les médecins, par la direction. Puis il faut dire qu'à la clinique Pasteur, on a toujours eu du matériel à la pointe, toujours, avec du personnel. Quand il manquait du personnel, on était remplacés. Bon, c'était bien, l'ambiance était bonne, même on s'entendait bien. Voilà, et puis la clinique, au fur et à mesure, s'est agrandie. Et quand j'avais commencé, il n'y avait que 4 étages. Et après, ça s'est agrandi. Donc j'étais au second, et après on a changé de service, on est monté au 4e. Et il y avait, au 5e, c'était la cardiologie médecine. Au 3e, c'était la rhumatologie. Au second, c'était la chirurgie cardiaque et la chirurgie des enfants aussi. Et au 6e, c'était le laboratoire. Ça a tout changé, c'est plus du tout pareil. Je suis allée voir sur Internet, ça a tout changé. En plus, ils ont agrandi, ils ont fait des choses ouais, donc, plus modernes, plus tout ça. Voilà, c'était bien. C'était dur, mais c'était bien. On s'entendait bien. Après, bon, on a changé, on a eu une nouvelle surveillante qui était pas commode, hein, comme beaucoup de surveillantes à l'hôpital, à la clinique. Mais bon, on s'y faisait, hein, elle était assez dure, il fallait pas se tutoyer, il fallait s'appeler par le nom. Par exemple, quand on avait la fiche de paye, il fallait pas parler de la fiche de paye, c'était personnel, enfin des trucs comme ça. Elle était pas mariée. Et bon, elle surveillait tout, enfin bon. Par exemple, pour le ménage, c'est pas comme maintenant, hein. Le ménage, il était fait vraiment très très bien, parce que le personnel avait le temps. Donc, de faire le ménage, les chambres à fond, c'est pas comme maintenant, c'est pas la course. Voilà, et ça a duré à peu près une vingtaine d'années. Ça allait bien, ça. Et les chirurgiens avec qui j'ai travaillé, ils étaient gentils. Enfin, Monsieur Tapi, qui était un urologue, très gentil. Monsieur Kessel, il était chirurgien, urologue. L'autre, il était que médecin. Et bon, lui, il était assez dur, hein, quand il connaissait pas le personnel, il n'était pas très aimable avec eux. Quand j'étais pas là, bon, ça n'allait pas. Une fois, il a demandé à une infirmière si elle avait trouvé son diplôme dans des paquets de bonus. Enfin, vous voyez comment il était. Il n'était pas très gentil. Mais bon. Après, il y avait Monsieur Balcaz, qui était un chirurgien de médecine générale et de digestif. Il faisait tout. Hein. Il avait pas besoin comme tous les chirurgiens d'ailleurs à l'époque, avait pas besoin de faire toutes ces radios, ces scanners, ces échographies et tout ça. Hein. Il avait un diagnostic très très précis. Hein. Il auscultait les malades comme il faut. Voilà. Et puis il y avait alors un chirurgien que j'aimais beaucoup, parce qu'ils sont tous morts. Hein. C'était Monsieur Hardichen, qui faisait la chirurgie des yeux. Voilà. Bon, la chirurgie des yeux, à peu près comme ça se faisait, que faisaient les Romains, hein, je pense. Parce que les Romains, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ils opéraient la cataracte. Voilà. Et après, bon, quand les autres ophtalmos, quand il est parti, sont arrivés, c'était le Moyen-Âge au XXe siècle, au XXIe siècle, quoi. Parce que les
Lui, il faisait pas de greffe de cornée, il faisait pas d'implant pour la cataracte, tout ça, il le faisait pas. Voilà. Et voilà, après, ça a commencé à se dégrader. La direction a changé. C'est des jeunes qui sont arrivés. Et alors, c'est le rendement. Hein, et c'était le rendement. Il fallait, oui, faire de l'argent. Donc, il fallait tourner beaucoup, travailler beaucoup. Pas de le matériel, oui, on en avait tout le temps. Moins de temps pour s'occuper des gens. En plus, l'informatique est arrivée, parce qu'ils sont à la pointe de l'informatique. Alors, ça n'a pas été évident pour les infirmières plus âgées. Bon, les jeunes encore, ça qui arrivent, ça allait, mais bon, nous, ça a été difficile. Hein. Puis, il n'y avait pas de secrétaire. C'est pas comme à l'hôpital. À l'hôpital, quand même, elles ont des secrétaires. Il y a des internes, des externes qui s'occupent des dossiers. Là, non, on faisait tout. On faisait les visites, on faisait les soins, on faisait les plannings, on faisait tout. On marquait tout. Enfin, c'était du travail. Combien d'heures supplémentaires j'ai fait? Je sais pas, mais s'ils me les payaient, ça me ferait un peu d'argent. Parce que j'en ai fait des heures supplémentaires, je peux vous le dire. Hein. Et puis, ah oui, et puis moi, quand j'ai eu mon diplôme en 67. Et j'ai commencé à travailler à la clinique Pasteur le 18 mars 68. Et au mois de mai, c'était 68. Mai 68, avec toutes les grèves. J'avais pas de bus, j'habitais rue Raymond 4 et la clinique Pasteur est loin. Et il fallait que j'y allais à pied. Parce que je ne pouvais pas me payer un taxi, ça revenait trop cher. Hein. Voilà, surtout qu'on faisait des heures coupées. Alors comme j'étais responsable du service en plus, je faisais 8 heures, midi et demi, je crois que c'était. Et puis je reprenais à 4 heures jusqu'à 8 heures du soir. Donc c'était toujours des journées coupées. Alors vous voyez un peu, alors dans les transports, avec les grèves, enfin bon, ça a été assez dur hein, pour mai 68, je m'en rappelle. Et voilà, le temps a passé. Et Madame Mozon, un jour, la dame que j'avais gardée, la femme du monsieur que j'avais soigné à domicile, un jour, elle est arrivée à la maison chez moi. Elle était tellement gentille, on s'entendait très bien. Je me rappelle, on faisait le régime ensemble parce qu'on voulait maigrir, évidemment. Et elle est arrivée pour me voir, tout ça, elle était contente et tout. Et elle m'a dit, je viens vous voir parce que je voudrais vous inviter à venir à une réunion d'évangélisation. Il y a beaucoup de jeunes, tout ça. Je pense que ça vous plairait. Alors bon, moi, réunion d'évangélisation, elle m'a dit qu'on prêchait l'évangile. Et pour lui faire plaisir, bon, je lui ai dit d'accord, je viendrai. Et donc j'y suis allée, c'était une réunion d'évangélisation qui se passait à Toulouse, sous un chapiteau, sous une tente bleue, place Héraclès. Donc je suis allée, elle était contente, tout ça. Bon. Alors j'ai assisté à la réunion, et puis quand j'ai vu, il y avait des jeunes qui chantaient, qui parlaient de Yeshua, ce qu'il avait fait dans leur vie. J'ai senti que j'avais besoin de ça, quoi, parce que j'avais un vide dans le cœur, je me disais à quoi bon tout ça. J'ai voulu faire infirmière parce que je voulais aider les gens. Mais je me suis rendu compte que bon, j'étais un peu démunie quand même hein, pour aider les autres. Bon, je pouvais les encourager un peu, les consoler, mais bon, c'était pas... Et donc, quand il y a eu l'appel, après les chants, le message d'évangélisation, je me suis levée parce que j'ai senti que je voulais ça, quoi. Alors bon, elle était contente et tout. Et puis, bon, je suis partie chez moi, j'en ai parlé à mon père. Mon père, lui, ça va pas, ça commence, tu vas te laisser embarquer dans une secte, enfin tout ça, c'est pas vrai, c'est pas possible, enfin. Donc petit à petit, je me suis laissée, je me suis dit, ouais, peut-être que c'est pas vrai, que c'est trop beau pour être vrai. Voilà, donc après, le temps est passé. Je l'ai pas revu, Madame Mozon, je pense.
Non, je crois pas que je l'ai plus revu après. Le temps est passé. Et puis quand même, je savais où était l'église, place Wilson à Toulouse. Et j'étais travaillée par ça. J'étais avec une collègue là, on était même partis en vacances. Un été, on était partis en Espagne, un autre été, on était partis en Italie, toutes les deux. Mais bon, ça me comblait pas, quoi. Et un jour, j'ai décidé d'aller c'était un samedi, parce qu'ils faisaient des réunions pour les jeunes. Non, c'était un samedi, oui. Oui. Et j'ai décidé d'y aller. J'ai dit, je vais aller voir. Parce que j'avais déjà repéré, j'avais regardé les heures d'ouverture et tout ça. Et j'y suis allée. Et quand j'y suis allée, il y avait un mariage. Alors, j'allais repartir, quoi. Alors, ils m'ont invité, mais venez, vous allez voir, on vous invite, tout ça. Bon. Alors, je suis restée. J'ai assisté au mariage. Et à partir de ce moment-là, je suis revenue à l'église assez régulièrement. J'étais travaillée et le pasteur, quand il prêchait, il était très extraverti quand il parlait, tout ça. Et alors il donnait souvent son témoignage. Et il disait toujours, quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai senti une force, j'ai senti une joie, une paix, voilà. Et alors quand je lui parlais, moi je lui disais que j'ai accepté le Seigneur. Mais je sentais pas de joie, je sentais pas de paix qui m'envahissait comme il le disait lui, quoi. Alors je me disais, alors même je pleurais, je disais mais alors je suis pas sauvée. Je me posais la question parce qu'à l'entendre lui, c'était vraiment extraordinaire. Et c'est vrai que c'est extraordinaire, mais lui, il le disait toujours très. Et donc bon, et il m'a dit bon, tout le monde n'est pas pareil, enfin bon bref. Et puis au bout d'un certain temps, ils avaient invité un évangéliste qui s'appelait Gérard Peillon, qui dénotait un peu du milieu évangélique, de sa façon de s'habiller. Il avait les cheveux longs, qui tombaient jusque-là, il avait la barbe, il parlait un langage familier un peu, il travaillait dans les prisons, donc il était habitué à côtoyer des gens qui n'étaient pas bien, entre parenthèses. Et il est venu pendant plusieurs soirs faire des réunions d'évangélisation. Il était chanteur, compositeur. Il avait de très beaux chants d'ailleurs. Et là, dernièrement, on a appris qu'il était mort. Et là, quand il prêchait, un jour il prêche, et quand il parle, on aurait dit qu'il prêchait pour moi, qu'il connaissait ma vie. Je me disais, mais comment il connaît tout ça? J'avais l'impression que c'était pour moi qu'il prêchait. Bon, et à la fin, alors là, vraiment, j'ai vraiment senti que le Seigneur travaillait en moi et que je l'avais accepté, que j'étais sauvée. Là, je l'ai senti, j'en étais sûre. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'étais sauvée. Alors là, je devais avoir 23 ans. Par là. J'ai parlé de ma foi à la maison, à mon père, à Marcel. Mon père, il voulait rien savoir parce qu'il pensait que j'étais dans une secte. Ça lui faisait peur. Et j'ai amené Marcel, mon petit frère, on peut dire, et un de ses copains qui s'appelait Alain. Et ils sont venus, ils étaient contents, tout ça, parce que c'est vrai qu'il y avait des jeunes, il y avait des chants, et ils ont fait profession de foi. Ils étaient contents. Donc moi aussi, j'étais contente, évidemment. Seulement là, après, ça s'est gâté. Parce que mon père, quand il a vu que Marcel commençait à vouloir me suivre et tout ça, il a mis le holà. Comme Marcel était mineur, moi j'étais majeure, alors je faisais ce que je voulais. Et du coup, Marcel, après, il a été obligé d'arrêter de venir. Et son copain aussi, bien sûr. Allez. Et donc, voilà, il a arrêté. Après, petit à petit, je continue à lui parler. Je lui disais de lire la Bible, évidemment. Et même mon père, il avait une crise de colère.
Et Marcel, il cherchait sa Bible, et lui a dit, je l'ai jeté. Je veux pas que tu le lises. Voilà. Et puis après, ça m'étonnait qu'il l'ait jeté. Et puis quelques temps après, j'ai su qu'il ne l'avait pas jeté. Il l'avait gardé, il l'avait caché, quoi. Mais il ne l'avait pas jeté. Et donc, voilà, j'ai continué comme ça. Et pour que mon père ne trouve rien à redire, donc je travaillais à la clinique, je m'occupais de la maison, le ménage, tout ça, les courses, les repas. Enfin, mon père m'aidait aussi quand même. Hein. Et je préparais tout. Et quand j'allais aux réunions, parce qu'il y avait des réunions le soir, il y avait le culte à l'église, mais il y avait la réunion de prière. Et il y avait le samedi, c'était ce qu'on appelait le coffee bar, c'est-à-dire que on invitait des gens dans la rue à monter, à parler du Seigneur, de la Bible, à boire du thé, du café, des gâteaux. Et le mardi, il y avait des études bibliques. Donc, bien sûr, je voulais y aller. Mais pour pas qu'il trouve à redire, qu'il râle, je faisais tout. Et quand il mangeait, quand on mangeait, alors je me dépêchais de manger. Alors lui, mon père, c'était le genre qui mettait 1 heure pour manger. Alors, je voulais finir tout ça, mais bon, il mettait du temps, mais enfin bon. Et voilà, le temps a passé. Et j'ai continué, bien sûr. Même, je me rappelle souvent, quand je sortais pour la réunion de prière, quand je sortais de la clinique, quand je finissais à 8 heures, j'étais tellement fatiguée, je me disais je ne vais pas pouvoir y aller. J'étais dans le bus, et je me demandais si j'allais descendre du bus pour aller à l'église. Et alors là, le Seigneur, il me donnait la force, et j'assistais à la réunion de prière, et ça allait très bien. Le soir, quand on sortait des réunions, ça finissait vers 10 heures, le temps qu'on discute, 10h30, tout ça, bon. Et pour rentrer, le pasteur, il laissait jamais les jeunes filles rentrer toutes seules, parce que dans les rues, bon, c'était pas comme maintenant, mais enfin quand même, il fallait faire attention. Alors souvent, il demandait à des jeunes qui travaillaient là, à l'institut, qui étaient à l'église, et de me raccompagner. Alors une fois, c'était Scott, qui était un Américain, une autre fois, c'était Fatih. Lui, il était libanais, syrien. Et un jour, il y avait un autre jeune qui s'appelait Serge. Et le pasteur lui a demandé de me ramener. Donc, il a fait. Alors, bon, on a discuté pendant le chemin, tout ça, de choses et d'autres. Et puis, plus le temps est passé, plus il me ramenait presque tout le temps. C'était lui qui me ramenait presque tout le temps, qui me raccompagnait. Voilà, et puis il y avait Marcel aussi quand même une fois, avec moi, il nous raccompagnait tous les deux. Et puis, il a commencé à me demander, est-ce que tu aimerais pas que ta vie change, que ça prenne notre tournure, enfin bon, tout ça. Je me disais, où c'est qu'il veut en venir, tout ça. Bon, et puis, c'est tout quoi, ce qu'il m'a dit, hein, en gros. Et même mon frère, Marcel, il me dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il voulait dire? Et puis après, quand j'étais à la maison, quand j'étais dans ma chambre, je me suis dit, mais est-ce qu'il me demanderait pas un mariage? Mais j'avais peur de me tromper. Je me dis, quand même, parce que je pensais que je resterais célibataire et que je m'occuperais de mon père, de Marcel, et voilà. Mais ça me dérangeait pas outre mesure, quand même. Et enfin, bon, j'étais quand même travaillée. À la fois d'après, il m'a raccompagnée aussi. Il attendait une réponse. Et alors je lui ai dit oui. Je crois que c'est le Seigneur. Parce que, oui, j'étais contente hein, quand même. Hein. Voilà. Mais j'avais un peu peur aussi parce que j'avais peur de la réaction de mon père et tout ça. Quoi. Parce que je me disais, tu vas les laisser seuls, comment ils vont se débrouiller. Enfin, il y avait tout ça qui se mêlait. Après, j'en ai parlé à mon père, évidemment. Et bon, il n'était pas très content. Enfin bon, il a accepté hein, quand même, par la force des choses. Voilà. Il en voulait beaucoup à Madame Monzon, parce que c'était elle qui était venue me chercher, m'amener à la campagne d'évangélisation et tout ça.
Et bon, il aimait pas du tout le pasteur. Il disait, oui, celui-là, il travaille que pour l'argent. Enfin bon, il aimait pas du tout. Et il avait peur. Il avait peur parce que il avait peur que je me fasse, que je me mette avec une secte. Il avait peur de ça. Le pauvre, il avait peur pour moi, quoi. Mais bon, voilà. Et puis au fil des années, quand il a connu Serge, il s'est rendu compte quand même, en nous voyant vivre et tout ça, et il a accepté petit à petit. Voilà. Et après, au bout de... On s'est mariés en 72, et Audrey, elle est née en 75. Et alors après, quand Audrey est née, il était content, hein, parce que Audrey, c'était la nena, comme il disait en espagnol. Toujours la nena. Ouais. Il aimait beaucoup. Et il s'était mis en ménage avec Jojo, qui était ma voisine. Là, je vous avais parlé quand j'étais petite avec son mari, son frère et sa belle-sœur. Il m'élevait quand j'étais petite aussi parce qu'il s'occupait de moi. Et on avait toujours gardé des relations. Et puis là, bon, ils s'étaient mis ensemble, ils s'entendaient bien quand même, ils s'étaient mis ensemble. Et elle aussi, elle aimait beaucoup Audrey parce qu'elle elle s'était jamais mariée, elle n'avait pas eu d'enfants. Bon, elle avait des neveux et des nièces aussi. Mais Audrey, c'était vraiment... et elle disait à mon père, parce que mon père, il fumait beaucoup. Et il toussait, il avait une bronchite chronique. Et elle lui disait, arrête de fumer si tu veux voir la petite grandir et tout ça, si tu veux t'en occuper. Voilà. Et donc, malheureusement, elle n'avait jamais été malade de sa vie. Elle avait une santé... et malheureusement, elle a fait un cancer assez rapide de l'estomac. Et elle est décédée. Audrey, elle avait 8 ans ou 9 ans quand elle est décédée. Rapidement, elle est morte avec moi à la clinique. Le chirurgien a voulu l'opérer, mais il n'a pas pu, quoi. Tout était envahi. Et voilà, donc mon père s'est retrouvé seul. Et mon père, la solitude, c'était quelque chose qui lui pesait beaucoup. C'était un homme qui était toujours... il parlait avec tout le monde, dans la rue. Il était toujours... et alors, oui, voilà. Et puis, les jours ont passé, tout ça, il venait à la maison. À ce moment-là, j'habitais à Corol-de-Barieux, assez loin. Donc, il fallait aller le chercher, tout ça. Et un jour, on est allé à la forêt de Bouconne pour se promener. Alors, il y avait Serge, Audrey, mon père et moi. Et il y a des parcours que les gens y font, ceux qui font du sport, qui font de la gym, tout ça. Et il y avait des espaliers, et il fallait... Serge, il dit, eh ben moi, je sauterai pas, parce que j'aurais peur de me faire mal. Là, mon père, il était quand même âgé à cette époque-là, hein, parce qu'il est mort à 78 ans, et je sais pas, il avait au moins 74 ou 75, mon âge. Et il a dit, oh, moi, je vais le faire, ça, je suis capable de le faire. Il se voyait pas vieillir, quoi. Il se sentait toujours bien. Donc, il nous a montré. Il a sauté. Seulement la réception, ça a été dur. Et il avait très très mal au dos. J'ai cru qu'il allait faire un arrêt cardiaque à Bouconne. Enfin, on est rentré, il avait mal. Et donc, après, on l'a ramené chez lui. Il avait très mal. Bon, alors on l'a laissé, il m'a dit, oui, ça va aller, parce qu'il était dur au mal, hein, il se plaignait pas pour rien. Ça va aller. Et donc voilà, le lendemain, je l'ai appelé au téléphone, évidemment, pour savoir. Et il m'a dit, j'ai pas pu me coucher, j'ai dormi à table, je pouvais pas m'allonger. Bon, alors j'ai dit, il doit avoir quelque chose quand même d'important. Ah non, j'ai oublié, excusez-moi. Il avait très mal au dos, et nous sommes allés à l'hôpital, l'amener, à l'hôpital Purpan. Bon, c'était au mois de juin, donc c'était les tournois de tennis. Et l'interne qui nous a reçus, il était plus préoccupé par le tennis que par nous. Donc enfin, bon, il a fait une radio, il pouvait pas s'allonger. Là aussi, il allait se trouver mal. Non, ça va, il n'y a rien, c'est bon, c'est le choc, enfin tout ça, bon, il n'y a rien. Bon, donc on est rentré à la maison. Et bon, alors c'est là que bon, il m'a dit, mais je vais rester, ça va.
Et le lendemain, quand je l'ai appelé, il avait pas pu s'allonger. Il avait dormi sur la table, les mains appuyées sur la table, assis. Donc j'ai dit, il doit y avoir quelque chose. Alors moi, j'ai à la clinique, je suis allée voir le rhumatologue que je connaissais bien. Je lui ai décrit ce qu'il avait. Oui, il m'a dit, c'est fracturé les vertèbres. Il m'a dit, j'ai même pas besoin d'y faire de radio. C'est sûr, fait amenez-moi-le. Bon. Donc je l'ai amené. Et il a fait quand même une radio, mais bien sûr, il avait 2 vertèbres de fracturées. Je ne sais plus lesquelles c'était. Donc bon, il a été hospitalisé à la clinique. Et bon, ça va, c'était pas trop mal. Et puis après, il est allé à la maison, il est resté quelques jours à la maison. Et puis après, il a voulu aller à maison de repos. Alors il est parti à maison de repos pour faire sa convalescence. Et puis après, ça allait bien. Il a repris sa petite vie. Et ça allait bien. Voilà. Et donc après, là, je pense qu'il y a 2 ou 3 ans, et il toussait énormément. J'ai toujours entendu mon père tousser depuis que j'étais petite. Quand il se levait le matin, tout le temps. Il avait une bronchite chronique depuis qu'il avait eu en Espagne quand il était touché par les éclats de la bombe. D'ailleurs, il avait une cicatrice à la radio. Donc, c'était vers le mois au début de l'hiver. Alors, je lui ai dit, écoute, je vais t'amener voir le pneumologue. Je connaissais tout le monde à la clinique, hein, bien sûr. Je travaillais là depuis plus de 40 ans. Et on va voir qu'est-ce qu'il te prescrit, parce que tu n'arrêtes pas de tousser. Bon, il me dit, d'accord, on y va. Et alors, je ne me méfiais de rien. Hein. J'y pensais même pas. Hein. Je ne m'inquiétais pas. Donc, nous sommes allés voir le cardiologue. Le pneumologue, il y a fait une radio. Et puis, pendant qu'il s'habillait, il me dit, il a une tumeur. Alors là, j'étais effondrée parce que je m'y attendais pas du tout. Voilà. Donc, il a eu un cancer du poumon. Et bon, je l'ai persuadé de faire de la chimiothérapie parce qu'à l'époque, j'y croyais. Je travaillais pas en pneumologie à cette époque-là, je travaillais toujours en chirurgie, urologie digestive. Et donc, je pensais que bon, alors à cause de moi, il a fait la chimio, je l'ai soutenu chaque fois qu'il était hospitalisé. Après, il venait à la maison quand il avait fini de faire la chimio. Pendant 4 ou 5 jours, c'était le protocole. Jusqu'à ce qu'il recommence, ça allait bien. Et donc, voilà, il a fait ça. Moi, je pensais que ça allait l'arranger. Et puis maintenant, quand je sais tout ce que je sais, j'ai travaillé après en pneumologie. Donc, il a fait la chimio pendant 4 mois, je crois. Oui. Et puis après, bon, à la radio, avant qu'il fasse, il y avait 6 séances, 6 cures, et avant qu'il fasse la 6e cure, et sur la radio, il n'y avait plus de tumeur. Tout avait disparu. Alors il était content, bien sûr. Moi aussi, moi j'y croyais. Et donc, en fait, il croyait, oui, je vous l'avais dit ça, il pensait être né au mois d'août, et en fait, il était né au mois de mai. Donc, au mois de mai, c'était son anniversaire. Nous fêtions les anniversaires à cette époque. Et il était tellement content, il a demandé au médecin s'il pouvait reculer la dernière injection de chimio. Le médecin lui a dit oui, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Donc, bon, on a mangé ensemble avec Marcel, il était content et tout ça. Bon, et après, le mois d'après, bon. Alors, pendant qu'il venait à la maison, avant pour qu'il se remette un peu, parce que la chimio, il vomissait, il était malade, il n'avait pas de force. Bon, comme ça, je lui faisais le manger, il n'avait rien à faire à la maison. Et donc, il restait chez nous. Et Serge avait branché des haut-parleurs dans toutes les pièces, et il passait les messages de Billy Graham, qui étaient traduits en français. Et j'arrivais du travail, il me disait,
ton mari m'a mis l'americano, sans arrêt, je l'entends. Voilà, mais enfin bon, il disait pas grand-chose quand même. Et un jour, il était avec Serge, tous les deux, et à table, il lui a dit qu'il croyait. Alors ça a été vraiment... on était heureux parce que de la part de mon père, jamais il aurait dit ça, hein, jamais. Parce que l'église catholique l'avait traumatisé. Donc, voilà. Bon, après, il a fait... et c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, au début, bien sûr, il avait du mal à reconnaître, à accepter que je me marie avec Serge, parce que comme il n'avait pas de soutien, ça lui plaisait pas du tout. Il pensait peut-être qu'il profitait de moi et tout ça, et puis au fur et à mesure, quand il nous a vu vivre, quand il a vu Serge s'occuper de Audrey, il a changé. Et en 71, et c'était en 71, ben je sais plus quelle année c'était, et il lui a fait un cadeau à Serge, il lui a acheté une montre. Et Serge, il n'en revenait pas. C'est pour montrer qu'il avait vraiment changé, quoi. Il l'appréciait. Un jour, il m'a dit, il est brave, hein, il est brave. Alors lui, quand il disait que quelqu'un était brave, c'était quelque chose de positif dans sa bouche. Voilà. Et donc, il a refait la chimio. Et puis là, ça a été la dernière chimio. Il n'est pas resté longtemps à la maison. Il a voulu rentrer chez lui. Et je sais pas, parce que quand il rentrait chez lui, après, il allait au club, parce qu'il avait le club du 3e âge. Il faisait aux boules, tout ça, aux cartes. Et alors, je sais pas s'il a attrapé froid, qu'est-ce qu'il y a eu. En tous les cas, bon, il a fait une embolie pulmonaire, et voilà, il est mort à la clinique avec moi. Voilà, ça a été très dur. Très, très dur. Donc, je me suis retrouvée orpheline de mère, puisque je l'ai perdue, j'avais 15 ans, de père. Et comme famille, bon, il restait Marcel, il restait mon frère aîné, Guy, qui s'était remarié. Il y avait ma nièce, c'est-à-dire sa fille. Et puis il y avait la famille de Serge, il y avait sa mère, parce qu'il avait perdu son père il y avait quelques années, juste l'année avant qu'on se marie. Et voilà, alors sa mère, elle s'appelait Léone. Comme elle disait, Léone, la lionne. Elle était spéciale comme femme, très gentille, le cœur sur la main. Elle aurait donné sa chemise. Et elle avait accepté le Seigneur, elle était sauvée. Hein. Et elle parlait aux gens du Seigneur. Elle n'avait pas peur. Hein. Dans la rue, tout ça, elle parlait du Seigneur à qui voulait l'entendre. Elle avait aussi une bronchite chronique, elle aussi, et un peu d'asthme. Et elle allait à la Pasteur, elle était suivie par un pneumologue que je connaissais bien. Et puis un jour, elle a décidé de se soigner par les plantes. Elle prenait la propolis, elle prenait... comment ça s'appelle, ça, ce que font les abeilles, là, que mangent les reines, là. Voilà, et ça lui allait très bien. Et alors même le pneumologue, il m'a dit, tu m'envoies plus ta belle-mère, tout ça. Je lui ai dit, écoute, elle se soigne toute seule, elle prenait des tisanes, à l'herboristerie, et je lui ai dit, elle va très bien. Il m'a pas cru, hein, il croyait que j'étais allée voir quelqu'un d'autre. Je l'ai senti, mais je te dis qu'elle va très bien, enfin, il voulait pas me croire, quoi. Voilà, alors qu'il la mettait sous corticoïdes, sous antibiotiques, tout ça. Hein. Voilà, donc elle s'est soignée comme ça, hein, elle allait bien. Et puis après, bon, son état de santé, point de vue psychiatrique, a commencé à se détériorer quand même. Hein. Commençait à faire des choses qui n'allaient pas. Moi, j'y allais le
le vendredi, je passais, parce que comme j'avais le vendredi, samedi, dimanche de repos, le vendredi, j'allais avec elle, chez elle, je passais la journée avec elle, on mangeait ensemble, je lui faisais du ménage, parce que le ménage, elle n'arrivait presque plus à le faire, hein. Puis je la faisais manger, parce que on essayait de la faire manger, parce qu'elle mangeait presque plus rien non plus. Bon, elle faisait des choses, elle commençait à, 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 à perdre ses urines, quoi. Et puis elle voulait rien savoir, hein, elle ne voulait pas. On croyait qu'elle commençait un Alzheimer. En fait, c'était pas un Alzheimer, c'était une démence sénile, mais pas d'Alzheimer. Et voilà, et puis ça s'est dégradé de plus en plus. Elle est tombée dans la rue. Bon, elle a été amenée à l'hôpital, enfin à une clinique. Et en plus, ils ont fait tout un tas de bidons et tout ça. Ils l'ont même pas soignée pour sa hanche. C'était fait mal. Alors j'y suis allée, quoi, et on a dit, ses enfants ne voulaient pas s'en occuper parce qu'elle était très difficile. Hein. Elle était, des fois, elle avait des colères, quoi, un peu comme les Alzheimer. Hein. Et donc, ils voulaient la mettre en maison de retraite, quoi. Et on a décidé, nous, de la prendre à la maison avec nous. D'abord, au début, quand j'étais allée la chercher à l'hôpital à Varsovie, là, j'ai dit au médecin que je la prenais, que je la sortais, tout ça. Il m'a dit, vous vous rendez compte? Il m'a dit, le travail que ça va être, comment vous allez faire à la maison. Mais j'ai dit, je le sais, je suis infirmière. Hein, bref, je l'ai prise. Et puis j'ai appelé, évidemment, justement, il y a le même rhumatologue qui s'était occupé de mon père. Et elle avait une fracture, hein, importante. Hein. Mais bon, elle n'a pas été hospitalisée, on s'en est occupé à la maison, on l'a levée tous les quelques, enfin bon, on s'en est occupé, elle s'en est bien remise, il n'y a pas eu de problème. Voilà, et puis moi je lui avais dit, on essaiera de vous maintenir à la maison, à domicile, hein, en faisant venir des infirmières et tout ça. Bon, mais c'était trop compliqué, ça n'allait pas, quoi. Ça n'allait pas du tout, on s'est rendu compte que ça n'allait pas. Donc on a décidé de la prendre avec nous. Bon, ça a été quand même assez difficile au début, hein, pour elle et pour nous aussi. Ça n'a pas été quand même... parce qu'au début, elle avait des crises, elle était habituée à être toute seule, à se gérer, tout ça, c'était pas évident. Voilà, et puis bon, petit à petit, le temps est passé, puis bon, son état, bon, physiquement, bon, ça allait pas trop mal. Elle avait un problème de fibrillation au cœur, mais bon, elle avait juste un petit traitement de presque rien. Hein. Elle prenait un peu de cordarone et de l'aspégique, voilà, et de la digitaline. Mais je surveillais la tension, tout ça, ça allait. Et petit à petit, elle s'est habituée, bien sûr, à être avec nous, ça allait bien. Et puis elle est devenue un peu comme un petit enfant, de 5 ans à peu près, 5 ans, 6 ans. Elle était toujours contente. Et elle me parlait en patois. Elle me disait « Ako va plat ». Quand je lui disais « ça va » ou quand on lui disait « Ako va plat ». Voilà. Bon, elle a eu juste quelques petites crises des fois. Elle n'était pas bien, quoi. Elle disait, elle avait le regard qui changeait et tout. Elle se sentait pas bien, je pense. Puis après, ça repassait, ça passait. Et voilà. Donc, et voilà. Et donc, nous sommes restés jusqu'en 2007. Donc, on l'avait eu. Elle était venue avec nous. Juste avant Noël 2000. Et en 2007, j'ai pris ma retraite. Et on avait décidé que quand je prenais ma retraite, on partait de France. Voilà. Et qu'on la prenait avec nous. Et donc, nous sommes arrivés là où nous habitons. Elle était contente avec nous, là-bas. Voilà. Et puis en 2011, juste après Noël, enfin, elle a fait l'AVC le jour de Noël. Ouais. En 2011, c'était un jour de Shabbat. Voilà, elle est morte 2 jours après. Voilà. Donc elle est au cimetière ici.